le serpent, moi, le bâton, le rocher. J'étais enfin arrivé, non seulement au rocher, mais à ce bout tant espéré, tant attendu. J'ai posé le serpent sur le rocher. Il était plié en deux, comme une épingle à cheveux pour une femme. Je l'ai bien arrangé. J'ai souhaité que les buses le voient, que les buses viennent, se nourrissant de sa chair. Les autres frères d'eux sont venus poser aussi leur serpent. Et le rocher fut tout à coup un rocher de serpent plié en deux, mort, souple encore, souple peut-être dans la mort. Et je suis rentré. Et les frères d'eux sont rentrés. Et je suis allé m'asseoir dans mon petit appentis, me reposant à ma table. La chienne m'avait abandonné. Je regardais par la fenêtre. Je refermais les yeux. Trop de frères d'eux dehors. Ce qui est présent, non pas appuyant, mais creusant, dans ces états multiples que l'on traverse, que l'on porte aussi, dans l'instant de conscience. L'état de conscience n'est pas un état qui dure. L'état de conscience, c'est un éclair, c'est une piqûre. Mais la piqûre est si profonde. Cet instant était si attendu. Et on ne savait pas qu'il était tant attendu. Cet instant fait que s'échappe d'un coup, d'un bloc, comme une porte derrière laquelle des torrents d'eau attendaient et qui se précipitent, qui cassent. Dans cet instant-là, dans cet instant de conscience, s'échappe la vie, la mort. Oh, ce ne sont pas des mots que je dis comme ça. Et ce n'est pas parce que des années après, ils viennent maintenant taper à la porte que je les enrichis de quoi que ce soit, d'un souvenir où une langueur et une tristesse sur moi-même seraient en quelque sorte comme les motifs de leur remontée à la surface. Non, de cela je suis certain. Je les ai déjà eus, revenant, me grattant ici et là l'oreille et la gorge, me gênant dans le dessin, faisant qu'ils prennent une place qui n'est pas la leur. Petite image, maudite, chérie, repoussée, arrosée, taillée, greffée sur la vie, porteuse d'une autre puissance, d'une surpuissance où destruction et protection sont liées, sont soudées. Soudure que l'on peut croire incassable, à laquelle il ne faut pas toucher tant sa fragilité est beaucoup plus douce et sans mots possibles pour la dire, et qui dans ces instants-là rend tout recours à un quelconque travail. En disant quelconque travail, je veux dire même pour bouger son bras et par là faire connaître et croire à celui qui le voit que nous pouvons encore. Eh bien, j'ai tenté de bouger mon bras en étant à ma table.
je sentais que j'étais dans un passage où à tout instant mes yeux étaient comme ébouillantés. En moi, les forces contraires, noires et blanches. Peut-être ne luttaient-elles pas encore, peut-être ne lutteraient-elles jamais, mais j'étais moi, le porteur de ces forces, et je sentais mon corps balancer, aller entièrement à gauche, jusqu'à ce que ma tête touche le sol et entièrement à droite, pour que de l'autre côté, elle touche aussi le sol. Et ce balancier douloureux, mais bénéfique, faisant que je bougeais encore, entraînait mes bras, mes mains, à toucher, elles aussi, le sol que ma tête touchait, et que mes pieds frottaient, et que mon corps inclinait. Comment sortir? Comment sortir? Comment sortir de la pièce? Mais je pouvais dire comment sortir de mon corps. Mon corps, ma pièce. La lumière, très vite, se tache et laisse un homme sans ce travail possible. Un homme où le mot de désespoir n'a plus de sens. J'ai souvent ressenti qu'il y avait dans ces espèces d'ultimité, voyez-vous, qu'il y avait des enchaînements où tout automatisme était banni, était impossible, où le corps lui-même était devenu entièrement responsable de la chute tout autant que de l'équilibre, où ce qui commandait, c'était tu. C'est cela que je voulais dire. J'étais arrivé à être comme un dessin entier. La tâche partait de ma poitrine. Mais quelquefois, je situais le départ de la tâche de mon ventre. Ça se situait là. C'était là le volcan, mon volcan. Souvent, non pas je pensais, mais j'imaginais. Il me semblait que je voyais un homme. Disons qu'il aurait été un moine vivant très loin, et qui assis, et qui ne mangeant plus, et qui, à force de voir ce qui devant lui était, voyait d'une façon circonférentielle, si je peux dire comme ça, n'est-ce pas? Ses yeux étaient un anneau, un cercle autour de sa tête, et cette sorte de vue totale était sa vue nourricière. C'est par sa vue que son cœur battait encore, que faiblement le sang persistait à circuler, et qu'il frôlait la mort sans jamais l'atteindre. Cet homme, ce moine-là, je l'enviais. Dans ces passages-là, dans ces moments-là, envier n'était pas souhaiter atteindre moi aussi. Il y avait une certitude au fond de moi. Non pas qu'une erreur avait été commise, c'était très possible, mais je ne m'arrêtais pas à ça. Mais la certitude était que ce que seul, c'est là que se trouvaient toutes mes erreurs donc, que seul j'avais mis en route, inévitablement, pour tout autre, conduisait à une sorte de désarticulation.
à un envahissement complet, total, de ce gris du dessin, puisque je n'avais que ça. C'était le dessin qui se proposait d'être mon véhicule. Et il avait toutes les fonctions pour conduire où il voulait et dans ce trajet chaotique, passant dans tous les terrains de mon être presque cassé, je lui laissais l'entière liberté de m'emporter, la tête en avant ou la tête en arrière, dans ce brancard que j'avais tant de fois dessiné et qui n'avait, à mes yeux, qu'un sens, celui de m'imposer lentement l'acceptation de l'inévitable geste que je ne pouvais plus éviter de commettre. C'est par une étincelle. J'aurais pu dire c'est par un hasard lié à je ne sais quel craquement dans les poutres au-dessus de ma tête. Mais ce craquement est venu. Et j'ai fait un bond. Je dois dire, j'ai réussi à me parler et c'est cela que j'ai prononcé. Je dois dire que je veux quitter cet état. Je suis certain d'être maintenant arrivé à un point qui est que je n'ai plus besoin de cet état. Je ne suis pas prêt à me dissoudre. Je suis encore là pour lentement remonter ou descendre, ressortir des feuilles, reconstituer mes profondeurs et mes réserves. Et je suis allé, comme si c'était un départ pour un chemin immense. Je suis allé à l'autre bout de la maison, trouver Cécile, qui était assise dans une toute petite pièce, ancien four à pain transformé en petit lieu où une table ronde nous servait avec 2 chaises pour prendre nos repas tous les deux. Elle était là, assise, dans ce four à pain, la lumière allumée, l'éclairant à partir du haut du four. Elle aussi avait un coude plié, appuyé à la table. Sa main retenait sa tête. Elle regardait la nappe. Une nappe que nous avions achetée ensemble, à petits carreaux, beige, crème, marron. Il n'y avait rien sur la table, ni dessous de plat, ni tasse, ni petite cuillère. Elle était venue là, dans le four, dans ce four rond, avec une entrée arrondie. Elle était venue chercher
le refuge, le calme, un moment très creux, peut-être renoué avec, ou se dénouer de, ou conduite là, par son ange à elle, lui ayant dit « Viens, arrête-toi, ne pense pas ». Et je suis descendu par les 3 marches dans le four. Je suis resté debout, devant la table, devant Cécile. Elle aurait dû m'entendre. En un autre ton, elle m'aurait perçu, descendant les 3 marches, parce que j'aurais fait jouer la lumière de la fenêtre qui rentrait toujours par l'entrée du four. Elle aurait relevé les yeux, elle aurait retiré sa main de sa tête. Mais là, elle ne retirait rien. Elle ne soulevait rien. Elle ne bougeait rien. J'ai posé une main sur la table. Comme humide de froid, la toile cirée. Je ressentis un petit choc. Je ne m'attendais pas à tant de fraîcheur. J'ai posé l'autre main. Je me suis appuyé sur mes bras. Je me suis penché vers Cécile. Je lui ai dit « Je suis là ». Elle n'a pas relevé la tête. Elle n'entendait pas. Cécile était devenue sourde. J'ai répété « Cécile, je suis là, je suis venu. Il vient de se produire quelque chose. Écoute-moi, je t'en prie. » Cécile ne relevait pas sa tête. Elle ne voulait plus m'entendre. « Cécile, c'est moi, Fred. Je t'en supplie, relève la tête. Il faut que tu me regardes, il faut que tu m'entendes. Ce que j'ai à te dire, n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu dire avant. J'ai à te dire, je suis fatigué, mais j'ai décidé, si c'est encore possible, de ne plus, mais au contraire, de. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu dire. Maintenant, tu dois relever ta tête. Et j'ai vu la tête de Cécile se relever, et les yeux de Cécile n'existaient plus. À l'emplacement des yeux, il y avait 2 petites taches, comme 2 petites taches de suie, ou de ce fard que quelquefois elle se mettait sur Cécile. Et à la place du nez, il y avait la peau qui descendait. Et à la place de la bouche, il y avait une tache, une petite tache de sang. Et là où le menton aurait dû, arrondissant ce joli visage, recevoir déjà la lumière de la lampe, il n'y avait plus de menton. Le menton avait été comme limé, scié. De la petite tache de sang, là où aurait dû se trouver la bouche de Cécile, commençait déjà le cou. Je suis sorti du four. Les mots étaient tellement. J'ai traversé la grande pièce qui était la salle commune. J'ai repris la poignée de la porte, j'ai ouvert la porte, je suis passé dans le couloir, un long couloir qui faisait plus de 100 mètres de long. Il arrivait à une autre pièce immense qui avait été appelée l'atelier et qui était une véritable maison dans la maison. C'est au bout de cette immense pièce que se trouvait mon appentis.
Je suis allé, j'ai marché longtemps pour arriver à l'appentis. Je suis rentré, enfin, dans ma pièce. J'ai retrouvé enfin la petitesse, l'étroitesse de cet endroit, le seul dans lequel je me sentais bien peut-être. Je me suis assis. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Il y avait sans doute encore quelques frettes d'œufs qui traînaient. J'ai bien regardé sur ma table. J'ai retrouvé des crayons. Il n'y avait pas de feuilles de papier. J'ai fait glisser ma chaise et dans un carton à dessin, j'ai pris entre deux doigts une feuille de papier. Je l'ai mise sur la table. J'ai pris mon crayon. J'ai écrit « Je suis assis ». Et puis autour de « Je suis assis », j'ai fait se réunir par des courbes ou des traits telle lettre, le J, OS, le E, OA. Et tout doucement, tirant mes traits, ces courbes, appuyant, un dessin est venu qui était un œil, qui était l'œil retrouvé de Cécile. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et j'ai appelé, j'ai crié « Cécile !» J'ai attendu. J'ai vu Cécile arriver dans la pièce. Elle m'a dit « Tu m'appelles ?»« Oui, viens. Mets-toi là, avec moi. Assieds-toi là, sur ce petit divan. » Je ne peux pas dire grand-chose maintenant, mais il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Je vais être ni mieux ni pire. Je vais peut-être être moi. Peut-être. Je vais te demander à ton tour de m'aider. Cécile s'est approchée de moi. Elle a mis ses mains sur mon visage. Elle me caressait. Elle me regardait. Je voyais bien ses yeux. Il n'y avait plus ces deux petites taches noires. Je voyais son nez, petit, légèrement enflé du côté des narines. De chaque côté, les joues partaient. Un joli trait se dessinait. En dessous, il y avait la bouche supérieure, la lèvre supérieure. Elle était mince, comme toujours. L'inférieure était plus épaisse, plus charnue. Le menton était beau. L'ovale était là. La douceur du cou partait doucement dans l'ombre sous ce menton et plongeait dans un corsage. Elle avait un corsage. Je regardais ce corsage, les petits boutons nacrés, le corsage entrouvert, pas boutonné en haut, à ras du cou, qui laissait voir tout doucement ce cou qui rentrait, les petits battements qu'il y avait, une sorte de petit oiseau qui était là, qui tout doucement avec ses ailes faisait pom, 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 pom. C'était Cécile. Le corsage descendait, plongeait vers une jupe. Tout était boutonné là. Elle était tendre. Le tissu du corsage était tendre. Les boutons, c'était des petits coquillages. La jupe, bien serrée, suivant les formes du ventre. Les hanches. Plus bas, l'arrêt de la jupe, comme une fleur qui était renversée. Et les deux petits pieds qui dépassaient. Je la regardais, de nouveau, dans les yeux. Cécile, tu m'entends? Je parle. Quelque chose va changer. J'ai ce pouvoir, ou ce pouvoir m'est donné en un temps où l'adaptation demanderait de longs mois pour se relever. J'ai cette chance
de passer par une croyance fulgurante. C'est ça l'espoir quand il revient. C'est surtout ça l'espoir quand on ne se leurre pas. Quand on n'attend rien qui puisse vous faire redresser, mais que vous vous redressez vous-même. Que petit à petit s'effacent tous les signes noirs qui vous entouraient. Que les arbres, quelle que soit la saison, se mettent à reverdir intérieurement, à montrer qu'ils ont une âme, à dire « nous sommes là », à faire chemin avec vous, à quitter la terre, à secouer leurs racines. J'ai cette faculté de secouer mes racines. Nous sommes allés, quelque temps après, chercher papier, couleur, crayon, gomme, lampe, disque, livre. Nous sommes allés à la pêche. Nous sommes allés à la cueillette. Nous sommes allés ailleurs. C'est vrai, ce que j'avais demandé, ces produits, est arrivé. Je suis à nouveau à mes tables. Je n'ai plus une table, mais 2 tables. Je ne fais plus du tout l'erreur de l'étonnement devant les cassures successives qui se présentent, qui se mettent en rang, qui défilent en moi, qui saccagent. Non, je ne dis pas que je les accepte. Jamais je ne les accepte. Et je ne les accepterai jamais. J'aurai toujours cet air étonné, répétant, ressassant, presque comme les vieillards. Je dis, c'est fini, c'est foutu. Cécile me répond, tu m'as déjà dit ça il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. C'est toujours la même phrase qui revient. Donc, je suis sûr que c'est le moment que tu traverses. Il ressemble aux autres moments. Et à chaque fois, je dis, ce n'est pas le même moment. Je sais que tout est différent, que tout vient de changer. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis. C'est normal, tu n'es pas en moi. Mais moi, je vois, je sais. Regarde ça, je n'ai jamais été aussi bas. Je n'ai jamais été aussi lâche dans le dessin. Je fais venir des formes qui sont déjà venues. Je les utilise, je les réutilise. Je les fais mourir une fois, renaître une autre fois. Je mens, je suis ça. Et Cécile me dit, calme-toi, calme-toi. Tu m'as déjà dit ça 100 fois. Mais arrête, cesse de me dire, j'ai déjà dit ça 100 fois. Moi, je te dis, crois-moi aujourd'hui, je t'en prie, fais cet effort. Cécile, crois-moi, je suis là où jamais je ne suis allé. Et Cécile me laisse, et Cécile part. Et Cécile ne revient pas dans la pièce pendant longtemps. Et quand elle revient, c'est pour regarder ce qui est sur la table, ce que j'ai repris, ce que je ne peux pas lâcher, ce qui la nuit me fait me lever, ce qui fait que j'ai cet état que l'on appelle insomniaque, mais qui n'a rien à voir avec l'insomnie, qui a à voir avec une dévoration que j'ai mis en place. Et cette dévoration, mais je ne puis plus m'en passer. Mais c'est ça, non pas le drame, c'est ça, la chance de ma vie. Je peux ainsi calciner, je tiens tellement à ce mot, je peux ainsi calciner par étapes. Et de la calcination, je ressors. Et je viens vers Cécile et je lui dis, sans reconnaître que tu avais raison, je dois dire que j'ai traversé le passage dont je te parlais. Et Cécile a quelquefois la délicatesse de ne pas parler. Elle a quelquefois la délicatesse de vouloir m'aider. Et elle dit à ce moment-là, je le savais. Ça a quelquefois le don de me remettre un peu en état de crépitation, mais je suis bien obligé d'admettre que si ce n'est pas toujours la même chose que je dis, si je ne veux pas reconnaître, je suis obligé tout de même de lui dire
reviens dans l'atelier. On sera bien. Ne fuis pas mon atelier. Monte avec moi. Et elle revient dans l'atelier. Et je suis reparti pour un petit moment. Et cette marche, un peu en l'air, beaucoup par terre, cette marche qui est devenue nécessaire, dont sans doute je voudrais me faire croire que je pourrais m'en passer, elle permet de briser plus sûrement les coquilles, les dernières peut-être coquilles, qui contiennent les dernières peut-être petites formes, qui attendaient que je vienne fendiller ce petit bol rond dans lequel elles étaient. Je ne sais pas. À d'autres instants, moments, journées, nuits, je vois tout un avenir solide, étal, calme et ondulant. J'ai comme un projet très vaste, un dessin qui n'en finirait pas, qui recouvrirait toutes les pièces, pourquoi pas toute la rue, toute la ville. Je vois dans le calme la paix d'un long travail, une sorte de coup de baguette magique qui vient, qui libère tout, du sexe à l'oreille, du nez au doigt de pied. Tout est là, tout est venu, tout est ouvert, tout était en attente. Tout est comme régénéré. Ah, illusion d'un vieillard qui s'approche tout doucement. Oui, je retombe. Pas tout de suite, quelquefois immédiatement. C'est à la fois de l'illusion dans la désillusion. C'est de la certitude bourrée, farcie, pétrie, de ce dont j'ai le plus besoin, mon incertitude. Et chaotiquement, j'y vais, je pars, je passe, je saute. Je prends le chien, je dis à Cécile, allons-y, sortons. Le chien sautille, Cécile gambade. Moi, je galope. La châtre, brusquement, nous plaît. Cette ville détestable par ces paroles sournoises qui circulent. Là, il y a des serpents. Oui, par moments, nous la prenons dans nos bras. Nous partons nous promener avec la châtre. Oui, la châtre qui aurait pu, mais qui est comme elle est, qui tuerait bien des artistes, qui se fout de tout ça, qui ne pense qu'à gagner ses petits sous. À ce moment, non, nous ne la voyons plus comme ça. Nous la voyons très douce, comme elle a été au départ, comme elle a été créée, comme elle a été mise pierre par pierre. Il y avait déjà, sans doute, cette vilainie des têtes qui passaient, mais ici comme ailleurs. Mais il n'y avait pas ces individus que les croisés vous donnent envie de dégueuler. Mais il y avait les autres, cette personne que l'on peut croiser aussi, et à qui il est bon de dire bonjour, peut-être de s'arrêter. Alors nous partons dans la campagne. Je fais le vide et le plein. Cécile remplit ses petits poumons. La chienne mange de l'herbe. Cécile me dit, elle vomira, c'est bon pour elle, elle se nettoie. Les petits oiseaux viennent autour de nous. On marche, on dépasse les jardins. On fait le signe, oh, ça va, ça pousse. On nous répond, oui, ça va, bonne promenade. Ça, c'est le bon La Châtre. Les tuteurs, les arbres, les poiriers qui commencent déjà à fleurir, ça, c'est le bon côté de La Châtre. Les oiseaux qui rasent les arbres, le bon côté de La Châtre. On rentre petit à petit dans un chemin qui se referme, qui devient comme un tunnel très gris, très prometteur. On pourrait mettre là une table, une chaise, un banc, et puis faire quelque chose. Se laisser aller, laisser la nature rentrer dans votre corps. Vous dicter tout, vous dire on est là, il ne faut jamais nous oublier. L'eau passe, l'Indre est là, toute meule,
tendre, un peu large, les berges arrivant à ras. On s'enfonce, on ira encore plus loin. On enjambera l'Indre par une petite passerelle. On reviendra sur nos pas. Le premier champ que l'on trouvera sur la droite et qui fera courir la chienne près de la barrière. Le champ, il a ses moutons, de bons moutons, de pauvres bêtes, des innocents. Cécile, quelquefois, les regarde. On dirait que c'est nous. Je lui dis nous. Nous deux? Non. Nous, les Juifs. On est là, dans le champ. On va venir les chercher, les mettre dans un camion, les emmener là, dans le camp, à l'abattoir. Je lui dis, ne pense pas à ça. Elle me dit, je pense tout le temps à ça. On quitte le champ, elle arrête de penser à ça. On descend tout doucement la route. On arrive à nouveau près de l'Indre. On remonte les 2 premières maisons, 3 premières maisons. De nouveau, une grande étendue, des arbres. La chatte est peut-être là-haut, dans le fond. On ne la voit pas encore. On entend quelques bruits. Un cheval, des veaux qui ont l'air de courir là-bas au loin. Personne. On monte. C'est la rue Saint-Aban. On retrouve les maisons. On les frôle. On entend marcher derrière. Dans un jardin, quelqu'un pioche. Un autre plus loin casse du bois. C'est bête, c'est bon. C'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça, ce coin-là. Nous, dans ce coin-là, on atteint la place de l'abbaye. Il n'y a personne. Il y a le kiosque à musique. Il y a le rebord, le parapet. On ne peut pas passer par la place sans aller là. On regarde au loin. On voit à nouveau les peupliers. Les crocros sont là. Ils commencent déjà à voler. Il est quelle heure? Midi? Il est midi. Tiens, on dirait que... Mais c'est peut-être parce que les petits sont nés. Ils viennent, ils se posent sans arrêt dans les nids. Ah non, ils font les nids. Oh, regarde-les comme ils se démènent, ils arrachent, ils construisent. Ah, c'est bien. C'est un grand dessin aussi. Ouais. On fait demi-tour. On rentre dans la toute petite rue. C'est comme un boyau. On arrive sur la place aux poules. Anciennement là, on vendait les poules le samedi, attachées par 10, une corde aux pattes. Elles se débattaient. Je les ai jamais vues, tant mieux. On remonte la rue Notre-Dame. La chienne sent la maison. Elle s'arrête à la porte. Ah, t'es chez toi? Oui, je suis chez moi. On ouvre la porte. Elle se précipite, elle saute. Ma soupe, ma soupe. Cécile dit, ah, je suis un petit peu en retard. On ne mangera pas avant 1 heure. Non, c'est bien. Je peux t'aider. Non, si, je vais mettre la table. D'accord. J'avais prévu, mais peut-être que ça va être trop long. Je voulais faire des pâtes. Oui, fais des pâtes. Et puis, comme entrée, qu'est-ce que tu veux? Non, et toi? Oh, j'aurais bien ouvert une petite boîte de sardines. Ah, c'est une très bonne idée. J'ouvre les sardines. Je les fais tomber dans l'assiette. Je récupère jusqu'à la dernière goutte d'huile. Je mets mon doigt dedans. Je suce. Très bonne. Elles seront bonnes? Non, elles sont déjà bonnes. L'huile est bonne. L'huile, ça fait le poisson. Tu prends quoi? Oh, je prends des biscottes. Et toi? Un petit bout de pain grillé. La chienne à manger? Non, pas encore. Chacun son temps. Il faut déjà que je prépare mes pâtes. Alors moi, je lui fais sa soupe. Elle est prête. Où est-elle? Là, dans le placard. Le placard. La chienne me suit. Museau en l'air. Ouah, ouah, donne-moi ma soupe. Oui, 1 seconde, t'es trop pressé. Elle a faim. Incroyable, cette chienne. Elle a quel âge? 14 ans. À 14 ans, elle bouffe comme quand elle avait 6 mois. Elle a toujours dévoré. Bon, la voilà ta sous-soupe. Arrête, saute pas. Mais elle en bave, elle dégueulasse toute la maison. Allez, viens ici, dans le coin, près de la porte. Non, fous-la dehors. Elle va encore tout salir. Allez, viens dehors, sur la terrasse. Zaza, viens là. Zaza, la soupe. Zaza saute, un véritable ver de terre. La soupe. Le museau dedans, et vas-y. Elle marche tout en mangeant, tout en marchant, tout en poussant son bol. Zaza, arrête, tu vas renverser ton bol. Elle est déchaînée. T'as donné à manger aux tourterelles? Non, j'y vais. Tourterelle. Ça y est, c'est prêt pour moi. Les pâtes sont cuites. Très bien. Zaza, viens. Elle rentre. De l'eau dans le bol. C'est tout gras. Mets-toi ici. Tu n'auras plus rien. T'as bouffé. Sois sage, ma petite. T'as donné à manger à la chatte? Oui, ça y est, c'est déjà fait. J'ai donné 2-3 petits bouts. Elle a déjà mangé ce matin, très bien.
On se met à table, on se met à table. Bon, bon appétit. C'est tout à fait simple, hein, des pâtes, mais ça sent bon, hein. Ah oui, ça sent bon. Tu veux du beurre? Moi, oui, toi, non. Et si je t'avais donné un petit peu de fromage râpé dessus, hein, ça serait bien. Tu veux 2 sardines ou 3 sardines? T'es fou, une, c'est tout. Ah, moi, je veux en bouffer 3. Ah, bah toi, si tu veux, mais moi, une. Je me demande d'ailleurs si ça va passer. Elle est grasse, non? Mais non, elle est bonne. On mange. Ah oui, c'est une bonne sardine. On oublie que la sardine a frétillé. Bon, c'est bon. Les pâtes, c'est un régal. Un petit bout de pain pour Zaza. La chatte s'approche. Elle voudra aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui donne? Ah, mais on aurait pu lui donner un petit bout de sardine aussi. Il t'en reste. Oui, j'ai 3 queues. Bah, donne-lui. La chatte se rue sur les queues. Elle mange, elle tord la tête sur le côté. Elle commence à baver. Miam, 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 miam. Bon, il n'y a jamais vraiment donné des sardines, non?